Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré à la vie quotidienne au kibbutz. David Katarivas, nous évoquions ensemble la semaine dernière les débuts du mouvement kibbutznik, ainsi que les principes fondamentaux, à savoir égalité, production et consommation commune, qui constituent en quelque sorte la règle kibbutznik. Alors après ces retours dans le passé, j'aimerais que nous nous intéressions aujourd'hui à la réalité quotidienne du kibbutz. Je rappelle que votre témoignage est de toute première main, puisqu'ancien diplomate, journaliste, écrivain, vous vivez depuis 1974 au kibbutz de Hanita en Galilée. D'ailleurs, quelle fonction y exercez-vous ? Je n'exerce pas de fonction, je suis membre du kibbutz, je suis un membre du kibbutz comme les autres. Mais quel est votre travail ? Je travaille depuis quelque temps, j'ai travaillé autrefois dans les plantations d'avocats, j'ai travaillé ensuite à l'usine de métallisation de films de plastique fin au service administratif. J'ai créé les archives, en quelque sorte, lorsqu'on a créé l'usine. Et maintenant, je suis à la production. Je travaille à la production de lentilles de contact. Nous avons une usine dans laquelle nous avons des lentilles de contact et des implants oculaires. Et je travaille dans l'usine de lentilles de contact et implants oculaires. J'y travaille parce que je veux travailler. À mon âge, je pourrais parfaitement ne pas travailler, puisque je suis arrivé à un âge où je pourrais très bien prendre ma retraite, mais je continue à la faire parce que ça m'amuse et parce que je veux apporter ma contribution au développement du kibbutz. Bien, alors ce que vous voulez savoir surtout, c'était comment ça marche finalement. Oui, en fait, comment se concrétise l'idéal de démocratie directe ? Comment est-ce qu'on arrive ? Bon, alors, de manière très simple, par la participation de tous les membres du kibbutz à la gestion du kibbutz. Et ça se fait par l'intermédiaire de l'organe suprême de gestion qui est l'Assemblée générale, à laquelle, théoriquement, participent tous les membres du kibbutz, à laquelle, pratiquement, participent 25, 30, 40% des membres du kibbutz, selon le sujet qui est à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. C'est un des gros problèmes des kibbutzim aujourd'hui, que la participation des membres à l'Assemblée générale, au point qu'on est arrivé dans certains kibbutzim à avoir un système de télé sur câble, en circuit fermé. Les gens peuvent, en étant chez eux, regarder à la télé ce qui se passe à l'Assemblée générale et s'ils veulent intervenir, téléphoner pour donner leur avis. On a du mal à faire venir les gens à l'Assemblée générale parce que les gros problèmes techniques sont finalement réglés au sein des commissions. Et ce qu'on demande à l'Assemblée générale, c'est d'entériner en fait les décisions qui sont prises par les techniciens dans les commissions techniques. Alors beaucoup de gens finissent par renoncer en fait à leur place ou leur rôle au sein de l'Assemblée générale et laissent à d'autres le soin de prendre des décisions pour eux. On a même envisagé dans certains kibbutzim l'élection d'une espèce de parlement, élire 15, 20 ou 30 personnes qui, elles, prendraient l'engagement d'assister régulièrement à toutes les réunions et qui représenteraient, en quelque sorte, comme un parlement représente le reste de la population. Alors, il y a donc l'Assemblée générale qui détermine la politique générale du kibbutz, qui prend les grandes décisions, et puis il y a les commissions. Alors les commissions qui permettent effectivement une participation directe des membres du kibbutz à la gestion de certains domaines. Il y a la commission de l'éducation, il y a la commission de la culture, il y a la commission des transports, il y a la commission de la sécurité, il y a la commission de la planification, et on multiplie les commissions, non pas par commissiophilie, si je puis dire, parce qu'on veut avoir des commissions, mais parce que dans chaque commission, vous avez 5-6 personnes qui sont élues par l'Assemblée générale. Si vous avez 10 ou 15 commissions, vous avez 50, 60, 75 personnes qui, pendant 2 ans, vont d'une manière ou d'une autre, participer à la gestion du kibbutz. Chacune dans son domaine. C'est renouvelé par la suite. Il y a une fonction, donc, il y a un système de rotation. Un système de rotation. Le responsable de chaque commission est réélu tous les 2 ans, en même temps que tous les membres de cette commission. On change donc, on renouvelle les commissions. Donc c'est sur un mode d'élection directe. Mode d'élection directe. Et alors il y a... C'est fait par l'Assemblée générale. Par l'Assemblée générale, ou de plus en plus par l'ensemble des membres du kibbutz. Pendant très longtemps, les choix, les décisions, les votes se faisaient à l'Assemblée générale, quel que soit le nombre des gens présents, quel que soit le quorum. Aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à mettre une urne, à distribuer à tous les membres du kibbutz un petit bout de papier sur lequel il y a des noms à cocher parce qu'on vote pour un tel ou pour un tel, et demander à l'ensemble des membres du kibbutz de participer à l'élection, c'est une manière de les engager davantage. Et puis, il y a quelques fonctionnaires. Alors ça, c'est réduit au strict minimum.
il y a un secrétaire général qui fait de l'administration, il y a un trésorier qui doit gérer les finances, il en faut, il y a un gestionnaire qui veille à l'application, à l'exécution des différents programmes, des différents plans de gestion agricole, industrielle ou autres. Il y avait autrefois un répartiteur de la main-d'œuvre, mais il a aujourd'hui beaucoup moins d'importance parce que les gens sont quand même davantage spécialisés dans leurs fonctions. On n'a plus besoin de faire chaque soir le tableau du travail et de répartir les gens entre les différents postes de travail. Mais une petite question quand même sur le problème de cette démocratie directe. Vous me parliez tout à l'heure comme d'une relative désaffection par rapport à l'Assemblée générale. Est-ce que les gens, quand ils ne vont pas à l'Assemblée générale, sont de toute façon intégrés à une commission, ce qui veut dire qu'ils participent de toute façon à la vie qui Certains oui, d'autres non. Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger que se constitue une caste un petit peu de bureaucrates, de spécialistes? Il y a incontestablement un problème de création d'une caste de gérants, si on peut dire, de gestionnaires. Ça ne fait pas de doute, oui. Alors, nous parlions tout à l'heure des assemblées générales et des commissions. Il y a quand même une question qui se pose. Que se passe-t-il en cas de contestation, de conflit entre l'intérêt privé d'un membre, d'un kibbutznik, et la volonté générale incarnée précisément par ces assemblées générales et ces commissions? Il est évident que la question s'est posée, depuis le début d'ailleurs, à plusieurs reprises, sous des formes diverses. Il y a une commission. D'abord, il y a une commission des relations humaines qui est chargée de régler les conflits entre les membres du kibbutz entre eux, parce que ça arrive aussi, et entre les membres du kibbutz et les différentes institutions. Et depuis quelques années, on a même instauré une espèce de commission de contrôle. Une commission comme une espèce de contrôleur d'État, une commission de contrôle qui est chargée de surveiller le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions du kibbutz et qui est ouverte aux plaintes du public en quelque sorte, qui est à la disposition des membres du kibbutz qui ont à se plaindre du fonctionnement de telle institution ou qui ont un conflit avec une institution et qui portent leurs questions devant cette commission de contrôle. Donc en fait, tout se règle à l'amiable, enfin par ces commissions. Le kibbutz est une société anarchique au sens étymologique du terme, dans laquelle il n'y a pas de pouvoir. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de CRS. Tout se règle au sein du kibbutz avec les institutions en place. Très bien. Alors j'aimerais qu'on passe maintenant à ce qui est quand même une des grandes caractéristiques du kibbutz et qui, je crois, tient beaucoup de place dans la journée d'un kibbutznik moyen, c'est le travail. Alors, quand on imagine le travail au kibbutz, le kibbutz, comme on le sait, c'est la société de l'égalité, etc. Donc, l'absence de stimulants économiques et matériels, comment dès lors concilier le travail avec cette absence? Bon, alors, au départ, il n'y avait pas le moindre problème, il y avait une motivation. Les gens vivaient pour travailler. C'était la formule Avoda Ichayenu, le travail, c'est notre vie. Enfin, c'était vraiment des gens qui vivaient pour travailler, qui ne concevaient pas qu'on ne puisse pas travailler, puis il n'était pas question de compter les heures de travail, il y avait un travail à faire, on le faisait, on se reposait le Shabbat, parce qu'il fallait quand même se reposer une fois de temps en temps, mais encore que s'il y avait besoin de mobiliser l'ensemble des gens pour terminer une moisson ou pour terminer une cueillette, on le faisait. Il y avait un travail à faire et on travaillait sans avoir d'autres motivations que cette volonté de créer une société nouvelle, de construire quelque chose, de construire le pays. Bon, par la suite, il y a eu quand même une réglementation du travail, le nombre d'heures de travail selon l'âge, selon le sexe, parce que les femmes, dans la mesure où elles doivent s'occuper de leurs enfants en bas âge, etc., donc plus ou moins d'heures de travail, et une spécialisation du travail de plus en plus grande. Les gens sont les uns dans l'agriculture, les autres dans les services, les autres dans l'industrie. Les conditions de travail ne sont pas toujours les mêmes dans l'agriculture ou dans l'industrie ou dans les services. Alors justement, comment se répartit le travail entre les membres du kibbutz? Alors, en principe, on s'efforce de permettre aux gens de faire le travail qu'ils ont envie de faire, de travailler là où ils ont envie de travailler. Parce que les résultats sont nettement meilleurs à partir du moment où quelqu'un travaille là où il a envie de travailler. Mais il y a des choses qui doivent être faites. Tout le monde n'a pas envie de faire les corvées, enfin la buanderie. Personne n'a envie de faire. Bon, alors il y a d'abord un système de corvée. On est de corvée pendant une certaine période à la cuisine. Il faut éplucher des légumes du 1er janvier au 31 décembre. Personne n'a la vocation de travailler toute l'année à éplucher des légumes. Alors on est de corvée pendant 3 semaines, pendant 1 mois, à éplucher des légumes. Il y a donc de même qu'on est de corvée pour monter la garde ou pour des choses de ce genre-là. Il y a des corvées. Et puis il y a ce qui est la grande force du kibbutz, finalement, la persuasion. On persuade quelqu'un qu'on a besoin de lui à tel travail qu'il faut qu'il le fasse. Et dans la mesure où l'État membre, conscient de ses responsabilités, il acceptera de faire pendant un certain temps un travail qui ne l'emballe peut-être pas, mais qui doit être fait. La même chose d'ailleurs avec les fonctions. Il faut persuader en quelque sorte les gens d'accepter les fonctions au kibbutz, parce que les fonctions ne leur apportent aucun avantage matériel, leur confient des responsabilités, leur posent des problèmes,
Et il faut trouver des gens qui soient volontaires pour assumer des fonctions où ils seront l'objet de critiques constantes de la part des autres, etc. Mais si on ne se plaît pas à un travail qu'on avait au départ choisi, est-ce qu'on peut passer d'un travail à l'autre? On peut changer de travail. C'est un des grands avantages de cette forme de société, la possibilité de passer d'un travail à l'autre. Des gens qui en ont marre de cueillir des avocats ou de planter des avocats depuis un certain nombre d'années et qui peuvent passer dans l'industrie, ou des gens qui en ont marre de travailler à l'usine et qui peuvent passer dans un service. Mais comment s'effectue cette rotation? Je retombe un petit peu sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Il y a des gens qui sont kibbutzniks, qui sont membres du kibbutz, qui ont suivi une formation supérieure les destinant à un métier spécial, à assumer des fonctions spécifiques. Alors ces gens-là, s'ils sont spécialisés pour tel travail, ils ne vont tout de même pas changer de travail, puisque ce sont les plus, disons... Si, ça arrive. Il arrive qu'on envoie quelqu'un pour subir une formation d'économe. Bon, alors il est économe, il a fait des études, il arrive au kibbutz, il est économe pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis il en a marre d'être économe. Bon, alors bien qu'il soit qualifié pour être économe, il s'arrêtera d'être économe, il ira travailler ailleurs. Donc ici encore, le système de rotation permet d'assouplir... Enfin... Exactement, permet de donner aux gens la possibilité de travailler là où ils ont envie de travailler. Alors, il y a des techniciens maintenant dans les usines, nous avons de plus en plus d'ingénieurs, d'informaticiens, de techniciens. Bon, alors il est évident que ceux-là restent de préférence là où ils sont les plus qualifiés. Mais là encore, il y a une possibilité, quelqu'un a assez de travailler à l'usine, et s'il veut travailler dans des services ou revenir à l'agriculture, la plupart des gens qui travaillent dans les usines aujourd'hui travaillaient autrefois dans l'agriculture. Nous n'avons pas une réserve de main-d'œuvre à laquelle puiser, ce sont les mêmes qui autrefois s'occupaient des plantations de bananes et qui aujourd'hui font des lentilles. Vous en êtes un exemple vivant. Alors par conséquent, il y a une possibilité quand même de passer de l'un à l'autre. Alors, comment s'effectue une journée de travail? Comment ça se passe? Ça dépend de l'endroit où on travaille. En été, dans l'agriculture, on commence très tôt le matin, 5 heures du matin, et on a fini à 1 heure de l'après-midi. Donc, à la période des grandes chaleurs, on a fini de travailler. On a tout le reste de la journée pour soi. Dans les usines, il y en a qui commencent à 6 heures. Les femmes qui travaillent dans les usines commencent plus tard, parce que les gosses, elles les emmènent à la maison d'enfants vers 7 heures. Elles commencent à ce moment-là. Les gens d'un certain âge qui travaillent simplement 4 heures par jour choisissent le moment qui leur convient le mieux, ou le matin ou l'après-midi, pour faire le travail qu'ils ont à faire. Il y a un programme de travail qui est assez souple, permettant aux gens de s'intégrer chacun là où il le faut, au moment où il le faut. Alors, vous parliez tout à l'heure des femmes. Oui. Justement, il y a un problème que je voudrais aborder avec vous, c'est le problème de l'égalité des sexes. Parce qu'on sait que les femmes kibbutzniks ont certainement été, dans les années 20, les premières féministes. Est-ce que cette volonté s'est véritablement concrétisée? Et trouve-t-on vraiment autant de femmes que d'hommes pour les travaux agricoles et autant d'hommes que de femmes dans les maisons d'enfants? La société kibbutznik est certainement la société dans laquelle, de façon idéale, l'égalité absolue entre les sexes aurait pu être réalisée. Et au départ, les femmes, effectivement, y tenaient beaucoup. Elles ne tenaient pas tellement à faire les travaux des hommes, elles tenaient à ce que les hommes fassent certains des travaux des femmes. Elles considéraient qu'il n'y avait pas de raison qu'à la buanderie, il n'y ait pas d'hommes qui travaillent, et qu'à la cuisine, il n'y ait pas d'hommes qui travaillent. Avec le temps, il y a eu de nouveau une répartition, je dirais presque très phallocratique des tâches, et c'est de la faute des femmes, c'est elles. Non, mais parce qu'elles n'ont pas voulu faire certains travaux qui les éloignaient de leurs enfants. Alors vous parliez du travail dans l'agriculture. N'importe quelle femme, si elle veut travailler dans l'agriculture, peut le faire. Seulement quand on travaille dans l'agriculture, on part au champ. On n'est pas à la maison. Quand on travaille à l'infirmerie ou quand on travaille à l'école, on est à la maison. À la pause à 10 heures, on fait un saut à la maison d'enfant pour voir son gosse. Quand on est dans les champs, on ne peut pas remonter pour voir son gosse. Il y a peu d'hommes qui travaillent à la buanderie aussi. Enfin, le problème peut se concevoir. Non. Alors, un certain nombre de femmes ont renoncé à remplir des fonctions parce qu'elles voulaient rester à la maison près de leurs enfants. Dans la vie quotidienne, il y a évidemment tous ces points que nous venons d'évoquer, travail, institution. Mais je voudrais revenir à des choses encore plus prosaïques, plus concrètes, et vous poser quelques questions très simples, mais que je suis sûre que nos auditeurs se posent. Alors, d'abord le logement. Le logement, comment est-ce qu'on attribue un logement? Comment sont les logements au kibbutz? Bon, aujourd'hui, les logements ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Autrefois, dans les premiers kibbutzim, les gens logeaient dans des baraques, logeaient sous la tente, logeaient tous ensemble, des dortoirs. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on a créé les maisons d'enfants, pour que les enfants ne soient pas avec les parents, avec l'ensemble des adultes. Bon, aujourd'hui, dans tous les kibbutzim, on en est venu au système de logement familial, c'est-à-dire l'appartement dans lequel les enfants ont leur chambre et vivent avec leurs parents. Donc, vous avez en moyenne
un appartement de 60, entre 60 et 65 mètres carrés, dans lequel il y a une chambre à coucher, une salle de séjour avec une cuisine installée, et la chambre pour les enfants, plus toilette et salle de douche. On répartit les appartements au fur et à mesure que les gens en ont besoin, c'est-à-dire les célibataires où les jeunes couples sans enfants sont encore dans les anciens appartements qui étaient des espèces de studios de 25 à 30 mètres carrés, lorsque les enfants n'habitaient pas avec les parents. Et aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il y a les enfants, on donne donc des appartements aux gens avec enfants. On s'efforce là encore de tenir compte des envies, des désirs des gens qui ont envie d'être avec quelqu'un, d'avoir un tel pour voisin et pas un autre pour voisin. Ce qui évite des conflits. Non, c'est souvent des conflits. Enfin, il y a des gens qui ont inimitiés. des affinités, qui préfèrent se retrouver ensemble dans un kibbutz comme le nôtre, par exemple, où il y a quand même pas mal de francophones. Et on finit par avoir des quartiers qui sont plus ou moins peuplés par davantage de francophones. Ce sont des quartiers linguistiques. Oui. Encore que le quartier dans lequel j'habite, maintenant nous sommes envahis, si je puis dire, par des anglophones. Tout autour de moi, on parle beaucoup plus anglais que français. On parle hébreu, mais enfin, l'origine, disons. Alors donc, on attribue les appartements, qui sont des appartements aujourd'hui très confortables, permettant une vie de famille qui en fait a été restaurée dans le kibbutz. Oui, enfin ça nous y reviendrons dans notre émission consacrée à l'éducation. Sinon, pour ce qui est de la consommation au kibbutz, on sait qu'il y a cette fameuse salle à manger, centre de vie, centre névralgique du kibbutz, mais pour qui veut, ma foi, ne pas manger ce qu'il y a au réfectoire, à la salle à manger, pardon. Non, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Pour la consommation individuelle, comment, par exemple, se procure-t-on les vêtements dont on a besoin, les aliments qui ne se trouvent pas obligatoirement dans la salle à manger? Le principe, autrefois, c'était la consommation commune, mais assurée par le kibbutz, de façon directe. D'ailleurs, le kibbutz vous donnait vos vêtements de travail, vos vêtements pour le Shabbat, vous assurait le logement, la nourriture, bon. On arrive de plus en plus à une consommation individualisée. Par exemple, ça a commencé avec les vêtements. Au lieu d'avoir une réserve de vêtements et le vendredi distribuer à chacun sa chemise pour le Shabbat, on a fini par marquer la chemise de chacun d'entre eux, de chacun des membres du kibbutz, qui le samedi retrouvait sa chemise et non pas n'importe quelle chemise. Et puis ensuite, si on a continué à fournir les vêtements de travail, on s'est dit qu'après tout, les gens pouvaient très bien choisir eux-mêmes leurs vêtements qui ne soient pas les vêtements de travail. Au lieu que ce soit l'économe qui aille acheter une série de pantalons, de jupes, de pullovers ou de chemises, donner aux gens un budget vêtements, leur disant achetez-vous ce que vous voulez comme vêtements. Vous voulez des chemises à col rond ou une chemise à col ouvert, c'est votre affaire. Choisissez ce que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez. Il y a au sein du kibbutz un petit magasin dans lequel les gens peuvent se procurer des vêtements au prix de gros, puisque le kibbutz les achète en gros et les revend en gros sans bénéfice. Le choix est quand même très limité. Si ce choix ne vous satisfait pas, vous pouvez obtenir du trésorier qui vous donne de l'argent liquide sur le budget qui vous revient, sur l'allocation qui vous revient, et allez vous acheter des vêtements en ville. C'est de plus en plus le cas. Les gens vont s'habiller en ville, choisissent les vêtements qu'ils ont envie d'avoir. Sur le plan de la consommation, alors, en principe, on mange à la salle à manger. Beaucoup de gens, le soir, maintenant, ne mangent plus à la salle à manger. En hiver, quand il fait froid, lorsqu'on est à la maison avec ses enfants, on n'a pas envie de sortir pour aller manger à la salle à manger. On a une cuisine qui est parfaitement installée dans laquelle il y a tout l'équipement électroménager et le réchaud à gaz et le four électrique et le réfrigérateur. Bon, alors, on a la possibilité de prendre à l'économat des produits, les avoir à la maison, de préparer ses repas à la maison, dans la mesure où la femme, ou le père, ou la mère, ou la mère sont prêts à faire la vaisselle après avoir préparé la cuisine, le repas, alors qu'à la salle à manger, on n'a pas de vaisselle à faire, il y a quelqu'un qui est de corvée, on peut très bien manger à la maison. Et de plus en plus, dans un certain nombre de kibbutzim, à la fois pour des raisons de rentabilité et pour des raisons de commodité, on a supprimé, par exemple, le repas du soir et le petit déjeuner. Il n'y a que le repas de midi. Donc, il y a une espèce de cafétéria à midi où on va prendre son repas. Et pour le reste, on prend des provisions à l'épicerie commune. Enfin, il y a certaines provisions qui sont libres, certains produits qui sont libres. On va prendre le lait, les œufs, le pain, les choses comme ça, les légumes, tout ça. Et puis il y a d'autres produits qui sont vendus
sur une allocation qui est une allocation nourriture spéciale qui est attribuée aux membres du kibbutz et dont ils font ce qu'ils veulent. Les uns s'achètent du chocolat, les autres s'achètent du fromage. S'ils ont envie de camembert, ils s'achètent du camembert. S'ils ont envie de On chocolat, reconnaît là le français. Il y a vraiment une individualisation de la consommation de plus en plus grande. Alors au total, David Katarivas, peut-on dire que la vie quotidienne au kibbutz soit exempte de conflits? Bon, non pas de conflits, mais qu'elle soit, disons, qu'elle fasse preuve d'une grande qualité de vie. Est-ce que est-ce que le niveau de vie du kibbutz est vraiment supérieur au reste, à celui du reste du pays? Il ne fait pas de doute que ce mode de vie a un très gros avantage. Celui de vous débarrasser, vous libérer de toutes les préoccupations matérielles. On n'a pas à se préoccuper de sa fin de mois, de son loyer, de payer l'eau, de payer l'électricité, de payer le gaz pour le chauffage. Le téléphone, on reçoit une facture qui est déduite automatiquement de l'allocation individuelle. Donc, vraiment une libération de toutes les préoccupations matérielles. Maintenant, niveau de vie, on s'en rend pas compte, mais le niveau de vie des gens dans les kibbutzim est très, très élevé dès l'instant où vous commencez à calculer ce que ça représente. Alors, on a vu ça, par exemple, avec des familles dont on ne voulait pas qu'elles restent au kibbutz, qu'on a persuadé de s'en aller, dans certains cas, et les gens ont mis comme condition pour leur départ qu'ils vivraient en ville avec le même niveau de vie qu'au kibbutz. Alors, ils ont commencé à énumérer ce qu'ils avaient au kibbutz et qu'ils voulaient avoir en ville. Au kibbutz, vous ne faites pas votre lessive. Vous la donnez à la buanderie. Au kibbutz, vous ne faites pas votre vaisselle si vous mangez à la salle à manger. Donc la machine à laver, la machine à faire la vaisselle. Le gosse au kibbutz, s'il veut faire du judo, il fait du judo. Si la fille veut faire du ballet, elle fait du ballet. Il y a un cours de tennis, tout le monde peut aller au cours de tennis. Il y a une piscine, tout le monde va à la piscine. Il y a des chevaux qui sont réservés uniquement à l'équitation. Les gosses font de l'équitation. En ville, si vous voulez faire du tennis, vous voulez faire de la piscine, vous voulez faire de l'équitation, ce sont des choses qui coûtent de l'argent. Si on calcule les services qui sont fournis par le kibbutz, tout ce que le kibbutz permet de faire, et si on traduit ça en argent, ça donne un niveau de vie très élevé. Seulement les gens du kibbutzim, en général, ne se rendent pas compte à quel point ils sont privilégiés. Alors, merci David Katarivas pour ce tableau brossé de la vie quotidienne au kibbutz. Nous nous retrouvons demain en votre compagnie, j'espère, pour parler de l'éducation au kibbutz. C'était Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz. Série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz.